Les banques, comment ça marche? La question peut vous sembler superflue, et pourtant, vous leur confiez votre argent et vous leur faites confiance sans avoir aucune idée de ce qu'elles font réellement. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Si votre réponse est oui, eh bien aujourd'hui on va essayer de comprendre le fonctionnement de la banque simplement et rapidement, mais aussi pourquoi elle ne vous aide pas à faire fructifier votre patrimoine. On y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube, bonjour. Nous sommes là pour vous dévoiler, épisode après épisode, toutes les étapes et tous les secrets pour réaliser des investissements qui rapportent. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'organisme financier par excellence, les banques. Et là, il y a du gros dossier. Mais avant ça, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. C'est simple et ça vous permettra de suivre tous les épisodes sans en louper aucun. Lorsque j'ai commencé à m'occuper sérieusement de mes finances personnelles et à la manière de faire fructifier mon argent, je me suis bien sûr tourné vers l'organisme le plus compétent en la matière, ma banque. Normal. Après tout, le travail d'une banque, c'est l'argent et la finance, non? C'est exactement ce que je me suis dit. Et si à l'époque j'avais eu connaissance du fonctionnement des banques, je me serais adressé à n'importe qui pour investir mon argent, sauf à une banque. Ah ouais, carrément. Oui, carrément. J'ai perdu du temps, j'ai gagné des clopinettes, mais j'ai aussi réalisé que les organismes financiers sont là pour faire gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde, mais très peu à leurs clients. Mais pourquoi ? Parce que la plupart des personnes ne savent pas comment mettre leur banque à leur service. Et pour réussir ce tour de force, il faut d'abord avoir une bonne idée de la façon dont les banques fonctionnent et quel rôle elles jouent dans le système financier. Mais le mieux, c'est de commencer par la base. En soi, les banques sont un paradoxe. Omniprésentes dans notre quotidien, elles sont souvent critiquées pour leur fonctionnement et leur opacité. Pourtant, il est bien difficile de s'en passer, car si un compte bancaire est l'instrument indispensable pour gérer son budget, une banque en est la boîte à outils nécessaire. Comment ça ? Bon, déjà, le terme de banque renvoie à deux éléments qui se complètent. L'établissement financier lui-même, donc un type particulier d'entreprise privée, le secteur économique lié à ces établissements et à leur activité, c'est-à-dire le secteur de la finance. Jusque-là, tout va bien. Ou presque. Mais pour la majorité des personnes, une banque, c'est avant tout un établissement de crédit possédant les accréditations administratives nécessaires, l'autorisant à effectuer ce que l'on nomme les opérations de banque. C'est-à-dire ? Eh bien, essentiellement tout ce qui concerne la gestion des fonds des particuliers, à savoir la réception des fonds du public, la mise à disposition des moyens de paiement, c'est-à-dire tous les moyens, chèques, carte bleue, virements, etc., qui permettent de transférer des fonds. Les opérations de crédit à titre onéreux, c'est-à-dire le prêt d'argent avec paiement d'intérêt. Donc, d'un côté, elle gère l'argent, et de l'autre, elle le prête. En fait, les banques font le commerce de l'argent alors. En gros, c'est ça. L'argent collecté d'un côté est prêté à d'autres. Les particuliers, les entreprises et même les États. C'est ce que l'on appelle le mécanisme de la transformation bancaire. Les prêts et crédits accordés permettent de développer des projets qui, eux-mêmes, ont un impact sur l'ensemble de l'activité économique. Ah bah finalement, c'était plutôt simple. Merci de nous avoir suivis et... Attends, ça s'arrête pas là. L'activité bancaire va se décliner en fonction du type de banque. Je me disais aussi... Globalement, on peut dire qu'il existe 3 grands types de banques. Les banques de détail, les banques d'investissement, les banques centrales. On commence par laquelle ? Les banques de détail, parce que ce sont celles que tout le monde connaît. Elles reçoivent et gèrent les dépôts d'argent ainsi que les comptes d'épargne et les comptes courants. Elles accordent également des prêts et des crédits, et leurs clients sont les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Ça correspond donc à la banque où je peux avoir mon compte courant. C'est ça. Ce sont des banques commerciales, dans le sens où elles font commerce des services bancaires,
fonction de base du secteur bancaire. Très bien. Et les banques d'investissement alors? Elles ont un rôle légèrement différent. En fait, elles servent d'intermédiaires entre leurs clients, entreprises ou États, et les marchés financiers dans lesquels elles sont également actives. Elles vont donc se charger des opérations financières comme les entrées en bourse, les émissions d'emprunts obligataires, les fusions-acquisitions, le courtage, etc. Ah oui, on n'est plus dans la gestion des comptes des particuliers là. Et les banques d'affaires? Alors, pour faire simple, disons que ce sont essentiellement des sociétés de conseil stratégique spécialisées en finance. Elles ne sont ni des banques de dépôt, ni des établissements de crédit. Cependant, la plupart des banques rattachent cette activité à celle de leur banque d'investissement, donc on peut les mettre dans le même panier. Bon, mais globalement, on a donc des activités qui sont cloisonnées en fonction de la façon dont l'argent va être utilisé. Eh bien, pas vraiment. Et c'est là l'un des nombreux problèmes des banques. Il existe des établissements qui sont à la fois banques de dépôt et banques d'investissement. Les banques universelles. Et en quoi c'est un problème? Eh bien, les prêts et crédits accordés par les banques de dépôt profitent directement à l'économie réelle. Mais dans une banque universelle, cet argent peut être injecté dans des activités spéculatives, ce qui réduit d'autant les perspectives de développement de l'économie réelle et met en péril l'argent des épargnants. L'argent des épargnants? Eh oui, car les banques d'investissement utilisent l'argent des déposants pour les placer sur les marchés financiers. Il faut comprendre que l'argent déposé dans une banque appartient aux déposants, mais la banque peut l'utiliser comme elle veut. Ah ouais, c'est pas top. C'est un peu comme si mon argent n'était plus vraiment mon argent. Alors, en soi, si. Du moins, tant que les banques ne font pas faillite. Bon, il existe bien une garantie des dépôts de 100 000 € par titulaire et par établissement bancaire, mais qui ne servirait pas à grand chose si l'ensemble du système craquait. Super. Et les banques centrales alors? En simplifiant, une banque centrale est une entité publique qui gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays en contrôlant la masse monétaire. C'est d'ailleurs elle qui assure l'émission de la monnaie fiduciaire. Fiduciaire? Les pièces et les billets si tu veux. Mais on peut laisser de côté les banques centrales pour cet épisode, car elles jouent surtout un rôle de supervision de la solvabilité des autres banques vis-à-vis des déposants. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont avant tout les banques de détail ou de dépôt, celles que l'on utilise au quotidien. Ah oui, car ce sont elles qui permettent la mise en place de notre système d'investissement et d'épargne. Oui, nous en avons parlé dans l'épisode 17 sur les comptes nécessaires pour investir son argent. Et justement, il est temps de voir comment les banques gagnent de l'argent. Une banque est une structure privée. Donc, comme toute entreprise, son objectif global est de... Gagner de la thune. Bah oui, c'est ça. J'allais dire faire du profit, mais au final, c'est la même chose. Autant appeler un chat un chat. Après tout, nous aussi, on est là pour faire de l'argent. C'est pas faux. Bon, pour gagner de la thune, les banques de dépôt ont 3 moyens. Réaliser le commerce des services bancaires, prêter de l'argent et se rémunérer avec les intérêts, effectuer le commerce d'autres services comme les assurances, l'investissement ou autres. Mais je viens de me rendre compte d'un truc là. À aucun moment, elles ne gagnent de l'argent en faisant gagner de l'argent à leurs clients. Bien vu. Et c'est d'ailleurs là un des biais du rapport entre le client d'une banque et la banque elle-même. Mais on va y revenir plus loin. Parallèlement, les banques d'investissement, et du coup par extension les banques universelles, gagnent également de l'argent en étant actifs sur les marchés financiers. Ah oui, mais elles investissent leur argent. Enfin, est-ce que c'est vraiment leur argent? On va y revenir. Pour l'instant, commençons par le plus simple, la facturation des services bancaires. Les banques de détail proposent des services liés à la gestion des comptes, ainsi qu'à la mise à disposition de moyens de paiement permettant les transferts de fonds, chéquiers, cartes bancaires et virements pour l'essentiel. Et bien sûr, ces services sont, pour la majeure partie d'entre eux, payants. Oui, mais en même temps, il faut bien que les banques gagnent de l'argent, non? Sur ce point-là, on est d'accord. Enfin, relativement. Le premier problème vient souvent de l'opacité de ces différents frais. Les banques se font d'ailleurs reprendre régulièrement sur des frais cachés ou indus.
À ce propos, jetez un coup d'œil à vos propres frais bancaires et dites-nous en commentaire comment votre banque les appelle ou les intitule. Oui, ça peut être intéressant de lister les différentes appellations. D'ailleurs, on dit souvent que les banques ne font jamais payer 2 fois les mêmes frais, mais en inventent toujours des nouveaux. Et au final, ça fait considérablement gonfler la facture. Mais ce qui me dérange le plus, ce n'est pas vraiment la facturation du service effectué, mais plutôt que le client paie pour avoir le droit d'utiliser son propre argent. Ah ouais, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et pour comprendre ça, il faut s'attarder sur la deuxième source de financement des banques, les prêts et les crédits. À ton avis, le cube, d'où vient l'argent qu'une banque prête sous la forme de crédit ? Eh bien, des comptes des clients, non ? Du coup, elle peut prêter au maximum la somme correspondant au total des dépôts ? Enfin, c'est ce que je me dis. Dans ce cas, pourquoi une banque ne refuse jamais de crédit sous prétexte qu'elle aurait déjà prêté tout l'argent disponible ? Parce que le montant des dépôts représente des fonds énormes et que les banques prêtent moins qu'elles ne possèdent sur les comptes ? Eh bien, en fait, absolument pas. Je peux même te dire que l'argent prêté est très peu lié au montant d'argent sur les comptes. Ah bon ? Alors, à l'origine, c'était le cas, car le principe des prêts était basé sur le système de réserve fractionnaire. C'est-à-dire que les banques pouvaient émettre plus de crédit que d'argent qu'elles n'avaient sur les comptes de leurs clients. Mais à condition qu'elles déposent un pourcentage de ces dépôts sous forme de réserve auprès de la banque centrale. Ah, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, j'arrive quand même à suivre un cheminement logique. Bref, dans ce système, avec par exemple un rapport de 9 pour 1, en déposant 1 euro à la banque centrale, une banque privée pouvait prêter jusqu'à 9 euros. Donc, même si c'était assez inégalitaire, le système de prêt fonctionnait sur la base d'une quantité de monnaie réelle. Le crédit était assis sur de l'argent-valeur. C'était une forme d'assurance pour éviter les pépins en cas de défaut de paiement des emprunteurs. C'est exactement ça. Mais globalement, depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 70, l'argent des crédits n'est plus adossé à de l'argent réel déposé. En d'autres termes, la valeur de l'argent n'est plus reliée à une réserve réelle ni physique. En quoi c'est un problème ? Eh bien, dans ce système, un crédit émis par une banque privée est directement convertible en monnaie fiduciaire, en argent liquide donc. C'est-à-dire qu'une promesse de remboursement est convertible en liquidité. Il y a donc une création monétaire, mais qui n'est assise sur rien d'autre que de la dette. Ah, c'est pour ça qu'on parle parfois d'argent-dette ? C'est ça. Lorsqu'on demande un crédit, la banque crée la somme de façon virtuelle. Lorsque le crédit est remboursé, elle détruit simplement cette monnaie virtuelle. Il s'agit donc d'une simple opération de comptabilité et non de transfert d'argent réel. Et elle peut en créer autant qu'elle veut ? Pas vraiment. Il y a ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. En gros, une banque ne peut pas créer plus d'argent qu'un certain pourcentage de ses fonds propres. Ensuite, il y a les politiques monétaires des banques centrales, mais c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une banque peut créer des crédits quasiment ex nihilo. Par contre, les intérêts du crédit sont bien de l'argent réel. Et c'est comme ça qu'une banque gagne de l'argent avec de l'argent qui n'existe pas. Ah ouais, c'est chaud. Bon, et le dernier moyen de gagner de l'argent pour une banque ? Tu vas voir, là, il n'y a rien de bien compliqué. Depuis de nombreuses années, les banques complètent leur panel de propositions avec des services plus ou moins éloignés de l'activité bancaire. Alors, évidemment, il y a l'ensemble des outils de placement et d'investissement financier. Comme le PEA ou le compte-titres. C'est ça. Mais du coup, ces produits financiers leur permettent surtout d'accoler une activité de courtier qui sont liées à ces instruments. Activité qui sera elle-même facturée. Oui, mais ça reste cohérent, puisque les banques font partie du secteur de la finance. Effectivement, de la même façon que le développement des assurances-vie au sein des autres outils d'épargne proposés par les banques. Mais à cela s'ajoute aussi le développement de produits d'assurance plus classiques, surtout depuis le rapprochement des deux secteurs. Ah, le fameux secteur de la banque assurance. C'est ça.
Du coup, on voit fleurir peu à peu des propositions de services qui semblent de plus en plus éloignées du secteur bancaire lui-même. Mutuelle, assurance auto, voire même services de conciergerie. Et tout cela nous amène au grand manque que tu citais tout à l'heure. Quand je disais que les banques n'ont pas pour objectif de faire gagner de l'argent à leurs clients? Exactement. Ce qui nous amène à nous interroger sur le rôle des banques. À mon sens, le problème majeur du secteur bancaire vient du fait que, comme la banque gère de l'argent et propose des produits de placement ou d'épargne, la majorité des personnes voient les organismes bancaires comme une source de conseils pour faire fructifier leur argent, ce qui n'est pas leur rôle. Ah, et oui, au final les banques proposent des services de gestion d'argent, pas du conseil financier. Alors, il existe bien sûr une véritable activité de conseil au sein des banques. Mais de façon générale, le conseiller bancaire est essentiellement là pour vendre aux clients les produits ou services de la banque, pas à leur faire gagner de l'argent. D'ailleurs, la dernière fois que tu as vu ton conseiller, de quoi avez-vous parlé ? Eh bien, il m'a appelé pour faire le point de ma situation. Ensuite, il m'a demandé si j'avais besoin d'un crédit immobilier ou d'un crédit auto. Comme ça ne m'intéressait pas, il m'a parlé d'assurance habitation et... Ah ouais, en fait, il m'a juste démarché pour vendre des services proposés par sa banque. Eh oui, une banque ne gagne de l'argent qu'en vendant des services bancaires ou associés, et en ayant une politique de frais qui augmente avec le temps. Mais ça représente un énorme problème, car la plupart des gens qui commencent à essayer de gérer leur argent et à se constituer une épargne vont se tourner vers l'organisme qu'ils pensent être un allié pour les aider à gérer leur capital. D'où l'intérêt de comprendre le fonctionnement des banques et donc leur activité principale. Pour donner une image plus parlante, tu vas chez un concessionnaire auto si tu veux acheter une voiture, mais tu ne vas pas lui demander de réparer la tienne. En parallèle, certains concessionnaires vont aussi avoir une activité de garagiste, ou certains garagistes vont vendre des voitures d'occasion. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, pour gérer mon argent, je fais comment ? Eh bien, soit tu te formes et tu fais ça toi-même, c'est le principe de cette chaîne, soit tu t'adresses à un conseiller financier professionnel ou à un gestionnaire de patrimoine indépendant. C'est leur métier. Par contre, ça aura forcément un coût supplémentaire. Alors que regarder les épisodes de 1, 2, 3 Richesses, c'est gratuit. Bon, si je fais ça moi-même, pour me préparer à investir, t'as une solution ? Oui, change de banque. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr compléter son contenu grâce aux articles de blog qui lui sont associés, et dont le lien se trouve dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et puis, comme le veut la tradition, likez, commentez, partagez pour nous aider à développer la chaîne. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo ? On dit ça ? Allez, on dit ça.